Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap/top de festival. Car oui, j'ai eu la chance de pouvoir retourner à l'Étrange Festival cette année, ce festival mythique de Paris, spécialisé dans les films rares, bizarres, les propositions de cinéma étranges ou inhabituelles, le genre de choses qu'on adore sur la chaîne. L'ambiance y est toujours sympathique, avec les superbes salles du Forum des Images et tout un tas d'invités et de spectateurs prestigieux, en plus des copains ou plus si affinités qu'on est toujours content de retrouver. Bref, que du bonheur. Mais bien sûr, avant de parler d'ambiance ou d'invités, si on va à l'Étrange Festival, c'est avant tout pour sa programmation. Mélange de nouveautés et de rétrospectives, de cartes blanches et de compétitions, on avait pas mal de belles choses à se mettre sous la dent. Je vous ai retenu 10 longs métrages que je vous recommande très chaudement. Donc, trêve de bavardage, c'est parti pour le top 10 des films de l'Étrange Festival édition 2023, et on commence tout de suite avec la 10e position. On commence très fort avec Paris Top Secret de Pierre Roustan, qui n'est ni plus ni moins qu'un mondo belgo-français, et rien que pour ça, vous avez une très bonne raison de chercher à découvrir cette œuvre. Sorte de suite de Paris Secret de Édouard Logereau, sorti quelques années auparavant, auquel Pierre Roustan avait déjà participé à divers niveaux, il nous présente également un Paris insolite, mystérieux, caché, top secret en somme. Forcément, c'est un film étrange et racoleur, nous sommes devant un mondo après tout, dans lequel la moindre excuse est prise pour nous montrer de la nudité, souvent dans des circonstances inattendues, le grand argument du film. Ainsi, venez découvrir tour à tour une femme qui vit avec sa panthère mâle domestique, une fourrière aux allures de pénitencier, le harem d'un homme au masque de mufle, des femmes qui aiment sans doute un peu trop les animaux, une machine à mesurer le temps d'apnée lors d'un baiser amoureux, etc. La force du film, ce sont ces situations saugrenues, mais surtout ce côté visite d'un Paris parallèle, avec un côté déviant, certes, mais également très kitsch, renforcé par ce narrateur à la voix suave qui nous susurre ses blagues beaufs tout du long. Un candidat idéal pour mon émission Cinéma Interdit, donc ne vous étonnez pas si je viens en parler un jour. Et si les films Paris Secret et Paris Top Secret vous intéressent, sachez qu'ils sont sortis en Blu-ray le 20 septembre dernier dans la collection inclassable Gaumont, ce qui est un cas assez unique que l'on doit à l'excellent Sylvain Perret. Vous pouvez les trouver en pack à prix cassé sur le site de SC, par exemple, lien en description. Donc foncez et récompensez cette initiative. On veut plus de films d'exploitation en DVD Blu-ray à l'avenir, donc s'il vous plaît, soutenons cette proposition. Et c'est pas un placement de produit, c'est juste un coup de pouce pour un projet qui en vaut clairement la peine. On change totalement de registre avec Magadira du grand SS Rajamouli, devenu une star après son RRR et son incroyable parcours dans les salles et festivals du monde entier. Ici, nous avons droit à un film d'action romantique complètement over the top, empli du mauvais goût le plus grossier et représentatif possible des années 2000, que ce soit en termes d'humour, d'effets spéciaux ou même de chorégraphie indienne. Un film excessif, très beauf par moments, écœurant en termes de situations exagérées et de dialogues lourdingues, et pourtant, ce grand délire a évidemment quelque chose de réjouissant. C'est une fête qui n'arrête jamais, et qui est d'ailleurs sans doute un peu trop longue, qui nous propose de la moto, une histoire d'amour qui passe de gaminerie irritante à romance touchante, une reconstitution d'époque avec des scènes de bataille, de l'action explosive et cartoonesque, et une succession de chansons aussi clichés qu'entraînantes. Magadira est une énorme fête, très généreuse, qui ne fait pas tout très bien, mais a tellement de coffres qu'on se laisse forcément embarquer dans cette folie communicative. Et quelle fiesta, mes amis! La réalité, c'est qu'en sortant de la salle, j'étais un petit peu écœuré par cette espèce de gloubi-boulga d'idées folles et par cette beaufrie un petit peu trop prononcée pour moi. Mais le film a su convaincre une personne que j'estime beaucoup et qui a réussi à me transmettre un petit peu de sa passion et de son ressenti sur Magadira. Donc, merci à toi d'avoir un regard différent du mien, de me permettre de pouvoir apprécier des œuvres à côté desquelles je serais passé sinon, car je suis un petit peu aigri. Un film sans cannibale ou crochet dans la peau? What the fuck? Bon, nous enchaînons avec le grand gagnant de cette édition 2023, gagnant du Grand Prix et du Prix du public, The Theory of Everything, film germano-autrichio-suisse réalisé par Tim Kroger. Il se déroule durant les années 60 et nous fait suivre des physiciens qui se rendent à un congrès scientifique et vont se retrouver mêlés à une sombre histoire de voyageurs extradimensionnels et de multivers. Et sa première partie est réellement très sympa. Son côté vieux film et thriller bien écrit nous fait forcément penser à du Hitchcock, ce qui est plutôt un bon compliment.
Malheureusement, je trouve que le bas blesse en seconde partie, inutilement complexe par rapport à l'intrigue et qui se tire beaucoup trop en longueur à mon goût. Reste que c'est plutôt bien écrit et que le film transpire l'amour pour le cinéma d'anticipation des années 60 et ça, c'est un excellent point. Un peu surpris qu'il ait remporté les prix les plus importants du festival, mais c'est clairement une proposition de cinéma particulière, donc why not? On reste en Autriche, mais également en Angleterre pour Club Zero de Jessica Hausner. Le film nous fait suivre une professeure en nutrition qui vient de débarquer dans un lycée et au cours pour le moins atypique, suite auquel ces quelques élèves vont se laisser plus ou moins embrigader pour finir tout doucement par ressembler à une sorte de secte. Cela nous donne un genre de thriller dramatique prompt à mettre le spectateur mal à l'aise, avec une sorte d'humour noir très présent, notamment à travers les personnages censés représenter l'autorité tels que les parents, irresponsables, ou la direction de l'école, incompétente. Et même si le film a clairement un côté réac à utiliser cette nutritionniste extrême pour se moquer, voire critiquer une certaine vision du progressisme et les modèles alternatifs qui en découlent, avec cette école qui ne rime à rien, qui propose des cours en apparence des plus accessoires pour des prix exorbitants, ces parents qui ne semblent pas vivre dans notre réalité, constamment à côté de la plaque, et ces discours alternatifs sans queue ni tête, juste exagérés. Eh bien, il tape assez juste sur pas mal de points, et le parallèle entre les dérives sectaires et ses philosophies parfois quelque peu extrêmes est plutôt bien vu, voire fonctionne plutôt bien. Entre humour noir, tragédie et malaise constant, Club Zero est un curieux film qui vaut le coup d'œil, à coup sûr. Allez, on revient quelques années en arrière pour La jeunesse de la bête de Seijun Suzuki, un classique du Yakuza Eiga sorti en 1963 et film important de la carrière de son mythique réalisateur. C'était clairement l'un des longs métrages qui me faisait le plus envie cette année au festival, vu que je ne l'avais jamais vu et le découvrir sur grand écran était vraiment une expérience sympathique. Nous y suivons un ancien policier condamné après une bavure qui infiltre un clan Yakuza après sa sortie de prison pour venger la mort d'un ancien collègue. Avec le légendaire Joe Shishido dans le rôle principal et ses non moins légendaires pommettes disproportionnées après des opérations de chirurgie esthétique uniquement destinées à le rendre mémorable aux yeux du public, nous avons droit à un film culte et trop rarement proposé sur grand écran dans nos contrées. Violent, plein d'action et de rebondissements, et pas non plus dénué d'humour, c'est un polar brutal et assez moderne dans son approche qui propose un clan d'antagonistes bien stylé. Tout pour me plaire donc. Revenons en 2023 si vous le voulez bien, pour You'll Never Find Me, film australien de Joshua Allen et Indiana Bell, thriller horrifique aux allures de huis clos paranoïaques comme nous les aimons sur la chaîne. Nous y suivons Patrick, un vieil homme rugueux et solitaire qui vit dans un mobil-home au beau milieu d'un parc à caravane. Une nuit de tempête, une jeune femme mystérieuse va frapper à sa porte, histoire de s'abriter. Mais Patrick cache un bien sombre secret. Et bienvenue dans un jeu de chat et de la souris durant lequel le film ne cessera de jouer avec nos attentes. Que cachent nos deux personnages? Pourquoi semblent-ils tous les deux indignes de notre confiance? Qui est le vrai méchant de ce film, qui en cache de toute évidence au moins un? Et où le film, assez lent dans son traitement, souhaite-t-il nous emmener? You'll Never Find Me est effectivement lent et raconte son intrigue principalement à travers des dialogues plutôt bien écrits, mais compense la lenteur de son rythme par une photographie aux petits oignons et une mise en scène soignée, ainsi qu'un final horrifique que je qualifierais d'infernal et qui m'a plutôt bien plu. Bref, You'll Never Find Me est, selon moi, une petite pépite, le genre de film qu'on a envie de découvrir à l'étrange festival, donc ça tombe bien. Quelle joie de découvrir le troisième volet de la saga coréenne de Roundup, dont j'avais tant aimé le second volet découvert au BIF il y a quelques mois à peine. J'en parlais d'ailleurs dans mon top. Réalisé par Sang Yong-lee et toujours avec la légende Ma Dong-seok dans le rôle de l'inspecteur Ma, nous suivons notre équipe de flics sur les traces d'une équipe de trafiquants de drogue, composée de yakuza venus tout droit du Japon, de criminels coréens et de flics corrompus, tout un programme. Comme les autres films de la saga, nous aurons droit à de gros coups de poing de la part de Ma, qui donne toujours l'impression d'être un taureau inarrêtable, mais également à cet humour peu subtil mais qui fonctionne terriblement bien sur moi, et à une enquête policière toujours étonnamment convaincante pour une production qui se base essentiellement sur l'action et la comédie. The Roundup me paraît de plus en plus être l'une des meilleures sagas d'action de ces dernières années, meilleure que les autres franchises du même genre comme John Wick par exemple, sans trop de doute possible. Et pourtant, j'aime John Wick. Peut-être que nous aurons un jour un espèce de crossover entre John Wick et l'inspecteur Ma, et ce serait hyper cool. Et oui, moi aussi je peux avoir un côté fanboy adolescent, et j'ai le droit.
Retour au Japon pour Freeze Me de Takashi Ishii, un film que j'adorais déjà au plus haut point avant de le découvrir sur grand écran pour mon plus grand plaisir. Et pourtant, son propos n'est pas des plus joyeux. Il nous raconte l'histoire d'une jeune femme ancienne victime de viol qui a réussi à se relever et est désormais heureuse avec son petit appartement, son petit copain, son boulot, une petite vie tranquille. Malheureusement, un jour, l'un de ses agresseurs réapparaît devant chez elle et s'installe sans lui demander son avis en lui annonçant que les deux autres arrivent également. Et recommence la violence, les viols et les humiliations. Pire encore, à cause de lui, elle perd son taf, puis son petit copain l'abandonne. Bref, c'est l'enfer et elle va devoir trouver une solution qui sera assez violente. Et Freeze Me est définitivement un drôle de film. Il critique assez ouvertement la condition de la femme au Japon, de façon hyper frontale et sans aucune concession, avec sa galerie de personnages qui représentent tous un archétype différent d'homme japonais, et son personnage principal qui, elle, représente donc la jeune femme japonaise par excellence. Et si, à plusieurs reprises, le film remue son spectateur, le met en colère, voire le choque, il sait aussi se montrer drôle et manie le grotesque à la perfection, de façon très japonaise, si j'ose dire. Bref, Freeze Me sur grand écran, avec sa mise en scène extraordinaire et le style très prononcé, très classe de Ishii, c'est un pur régal. Merci l'étrange. Malheureusement, la personne avec qui j'ai vu le film n'a pas été convaincue. Je pousse actuellement un soupir de déception et de profonde tristesse. Dommage que vous ne puissiez pas le voir. On reste au Japon pour une autre rétrospective et un autre Takashi, le meilleur de tous, mon Miike d'amour à moi, avec le premier volet de l'excellente trilogie Dead or Alive, projetée dans le cadre de la carte blanche du cinéaste Gareth Evans. Très bon choix Gareth. Je connaissais déjà le film, je l'ai en DVD, mais quel pied, quelle claque, quelle scène d'introduction complètement tarée et quelle scène de clôture encore plus folle. Cette histoire de yakuza et de policier totalement what the fuck dans son traitement et son exécution porte bien la signature de son réalisateur dans sa folie mais également dans ses thèmes, avec ses personnages sans racines, perdus, qui se cherchent et qui profitent de leur jeunesse pour ne pas subir les conséquences de leurs actes, une façon récurrente qu'a Miike de traiter la jeunesse dans son cinéma. À y réfléchir, c'est sans doute l'un des films signatures du réalisateur les plus représentatifs de son style et de ses obsessions, surtout remis dans le contexte du début des années 2000, durant lequel il nous a sorti ses plus gros succès et ses films les plus célèbres encore aujourd'hui. Rien que pour toutes ces raisons, Dead or Alive est une pépite, encore plus si vous avez l'occasion de le découvrir sur grand écran, ce qui permet de profiter à fond de sa mise en scène et ses effets de style aussi tape à l'œil que kitsch, et Dieu merci. Du Miike cultissime et juste génial. Direction l'un de mes films préférés ever, rien que ça. Le Festin nu de David Cronenberg, adaptation du livre éponyme pourtant réputé inadaptable, et tout simplement mon Cronenberg préféré, ce qui n'est pas peu dire quand on sait à quel point j'aime le cinéaste, comme tout le monde je pense. Mais Le Festin nu est vraiment un film unique dans l'histoire du cinéma, avec son univers juste fou, ses créatures fantastiques délirantes, ses personnages incompréhensibles, son intrigue chaotique et incompréhensible également. Incompréhensible est en effet un mot qui nous vient forcément en tête lorsque l'on tente de suivre Naked Lunch, mais ça n'est pas grave du tout. Le métrage est d'une richesse absolue et propose une virée dans un monde fou, esthétiquement comme au niveau narratif, à laquelle aucun spectateur n'était préparé au préalable. Et chaque nouveau visionnage pour moi reste l'occasion d'entrer à nouveau dans cet univers sans pour autant mieux le comprendre. C'est typiquement le genre de film qu'on ne va pas suivre pour son intrigue, son scénario, très secondaire, et qui vient prouver que le plus important au cinéma, c'est la mise en scène, c'est la qualité de la proposition, c'est l'inventivité, le voyage. Et que s'il peut passer par le scénario, ce n'est pas une condition sine qua non. J'adore Naked Lunch et c'était un plaisir de le voir au sein de la programmation de l'étrange festival. Que dire à part que c'était encore une fois une superbe programmation, extrêmement variée, remplie de petites pépites méconnues, de films venus du monde entier, de nouveautés étranges ou de classiques oubliés ou cultes. Ce fut un plaisir pour moi de participer à cette édition à mon petit niveau, et j'ai passé un très bon festival, aussi bien grâce au festival en lui-même que grâce aux personnes que j'ai pu retrouver sur place. Certaines plus que d'autres. Donc, j'espère vous y voir l'année prochaine pour découvrir toujours plus d'œuvres déviantes. Et c'est la fin de ce petit top. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à l'étrange festival. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.